Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Nous sommes le 7 juin et souvenez-vous, c'était un lundi 7 juin 2021 que le colonel Assimi Goïta a prêté serment en tant que président de la transition, chef de l'État devant la Cour suprême et en présence d'un parterre de personnalités de tous bords. Nous sommes en 2024, exactement 3 ans d'exercice du pouvoir avec des avancements dans plusieurs domaines de développement du pays. Je vous en dis pas plus. Nous allons rejoindre directement à Koulouba, Ibrahim Traoré pour les détails. Bonsoir Ibrahim et c'est à vous. Oui, bonsoir Nyanya Alou Traoré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette page spéciale consacrée à l'entroi de l'investiture du président de la transition. Nous poursuivons ce soir avec d'autres chantiers majeurs engagés par le chef de l'État. Alors, l'un des acquis importants de la transition est l'usine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Elle débutera sa production au mois d'août pour une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes de minerais. Le volume de l'investissement s'élève à près de 200 milliards de francs CFA. Ce qu'il faut retenir surtout est que la renégociation du contrat de cette mine et l'application des dispositions du nouveau code minier ont permis d'augmenter la part de l'État et des nationaux de 20 à 35%. La société a ouvert exceptionnellement ses portes à la télévision nationale. Film d'une journée de visite sur un chantier futuriste. C'est avec Bourama Traoré et Abdoulaye Diarra. En ce mercredi matin 5 juin 2024, quand le soleil s'apprête à sortir de sa tanière, on se prépare pour une visite sur un site minier, pas comme les autres, celui de lithium du Mali dans la région de Bougouni. « 65 km séparent la ville de Bougouni et Goulamina, les villages qui abritent l'important projet. Après environ 2 heures de route, nous voilà au cœur des installations. Comme nous, tout visiteur qui entre ici doit s'informer et se conformer aux mesures de sécurité sur le site. Notre objectif, que toute personne qui sera sur ce site retourne à la maison de la même manière. La mine de Goulamina a une approche bien structurée et très bien organisée et contrôlée en ce qui concerne la gestion des urgences. Tout d'abord, nous avons une équipe de réaction d'urgence et pour contacter cette équipe de réaction d'urgence, voici le numéro que nous avons. Des mesures de sécurité qui ont eu un impact positif sur le niveau d'évolution des travaux. En 5 millions d'heures de travail, aucun incident n'a été enregistré sur le site. Pas d'incident et les installations de l'usine sortent bien de terre. Pour la construction de l'usine de lithium du Mali, nous sommes à environ 90% de taux de progression. C'est une usine d'envergure mondiale que nous avons là avec une capacité de traitement de 2,5 millions de tonnes de minerais par an. Et donc là, tout de suite, les activités actuellement en cours sont les activités de montage structurel, de tôlerie, d'installation électrique et d'instrumentation. Nous avons aussi la mise en service des infrastructures principales du site. Le projet de Goulamina représente le 5e plus grand gisement de lithium au monde et le tout premier en Afrique de l'Ouest, avec à la clé un investissement d'environ 318 millions de dollars, un investissement colossal et un processus d'extraction du minerai bien précis. Le processus de traitement du site minéraire commence d'abord par le concassage. Après le concassage, ça va au criblage, au broyage, à la flottation, à la séparation magnétique et finalement à la filtration. Le lithium du Mali sera exploité à ciel ouvert. Pour ce faire, des méthodes conventionnelles sont utilisées. Un tour à la carrière permet de les comprendre et surtout d'être rassuré. Au niveau de la carrière, ce qui se passe ici, la première des choses, on fait le décapage des arbres d'abord. On va identifier les arbres, les compter et il y a une équipe d'environnement qui vient. On va compter ensemble pour pouvoir reboiser encore. Donc maintenant, quand on fait le décapage, on enlève le stérile. Quand on enlève le stérile, maintenant, il y aura une machine qu'on appelle le bulldozer qui va venir nettoyer une plateforme. Après le nettoyage de la plateforme, maintenant, il y aura les topographes qui vont venir implanter les trous de forage. Donc, comme vous voyez de l'autre côté, on a implanté les trous de forage. Maintenant, les machines vont venir forer. Après le forage, maintenant, il y aura le dynamitage. Après le dynamitage, maintenant, on fait le transport du produit de la fosse vers le rempart
dont les produits seront stockés là-bas pour pouvoir alimenter l'usine. Dans cette carrière, des machines de dernière génération sont à l'œuvre. Elles sont impressionnantes, mais pas seulement. Ces engins pèsent lourd par leur poids et leur coût. Des investissements importants pour une meilleure exploitation du gisement. On a une pelle de 300 tonnes qui coûte 4 milliards de francs CFA et des camions de 100 tonnes aussi. Donc on a 12 camions de 100 tonnes et on a une pelle de 300 tonnes pour le moment. Mais on va avoir quelque chose de 4 pelles au total au final. Le lithium de Goulamina est contenu dans un minerai dénommé spodumène. Le concentré de ces produits est ensuite exporté vers la Chine afin de procéder au traitement final pour obtenir enfin l'oxyde de lithium. Le spodumène étant le minerai principal est extrait, c'est généralement extrait à 1,1% à partir d'un métal qu'on appelle le dioxyde de lithium qui est à 0,6%. Et le lithium pur qui est utilisé généralement dans les batteries ou bien à des fins médicaux est obtenu à partir des traitements dans les raffineries en Chine, aux États-Unis et même en Europe. Cette mine est considérée comme l'un des plus grands projets réalisés par la transition, avec comme pilier fondamental la préservation des intérêts des Maliens. Preuve, ici, l'application de la nouvelle loi sur le contenu local est une réalité. La loi sur le contenu local est fondamentale et c'est au cœur de nos activités. Le lendemain de la promulgation de cette loi par le président, nous avons commencé sa mise en œuvre. Et on s'assure qu'on travaille dans le respect des directives de la législation malienne en matière de tout ce qui est contenu local. Le projet de lithium de Goulamina met un point d'honneur sur le développement communautaire, mais pas que. Les compétences nationales et locales sont valorisées. La société se focalise énormément sur l'intégration de nos communautés. Et la main-d'œuvre est essentiellement issue de la zone au niveau local. Et au pic de la construction, nous avons employé plus de 2000 personnes, donc plus de 90% de Maliens. Le personnel non malien est mobilisé essentiellement pour des besoins spécifiques ou des aptitudes qui ne sont pas forcément disponibles au niveau local. Et cela en est de même pour les entreprises nationales maliennes. Nous pensons que sous la présidence de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, nous avons pu réaliser quelque chose de majeur au Mali. Assez récemment, nous avons fait des investissements majeurs en matière d'adduction d'eau potable, en matière de santé, en matière d'agriculture. Nous avons formé les femmes dans la fabrique de divers produits. Nous les avons initiés aux activités génératrices de revenus. L'entreprise, dans leur agenda, va travailler à mettre en place des programmes de formation. Et ces programmes de formation vont renforcer les compétences dans le but de l'accès facile à l'emploi et aussi bien qu'à des opportunités de l'entrepreneuriat. Sur le plan socio-économique, à travers le paiement des impôts et taxes, comme c'est prévu par le Code minier, et aussi bien le financement du plan de développement communautaire, la société minière va contribuer à l'amélioration du taux de scolarisation à travers la réalisation des infrastructures et également l'appui en termes de matériel didactique et autres kits scolaires. C'est le lieu pour nous de remercier Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, par rapport à l'ouverture prochaine de cette mine. À travers le projet lithium de Goulamina, le Mali s'affirme comme pionnier et leader sur le continent africain. L'initiative présidentielle pave la voie pour transformer notre pays en une destination privilégiée pour des investissements innovants. Quelle réponse face à la crise énergétique? Le président de la transition opte pour le solaire. Il vient de lancer la construction de 3 centrales qui vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. 3 partenaires travaillent avec le Mali sur ces projets d'envergure, la Russie, la Chine et les Émirats arabes unis. Le Mali vers une transition énergétique basée sur le solaire. Un document signé Sira Batili.
L'amorce du développement du secteur énergétique au Mali, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, lance les travaux de construction de 3 grandes centrales solaires à Sanankoroba, Safo et Tchakadougou-Dialakoro. 3 zones stratégiques, 3 projets d'envergure destinés à atténuer la crise énergétique. Le mix énergétique va donc s'améliorer avec un plus, le soleil, une source inépuisable de production d'électricité. De quoi soulager les ménages et les entreprises dont les activités sont liées à l'électricité. La construction des centrales solaires répond surtout à votre vision qui consiste en la réussite de la transformation du système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables afin de relever les défis de la crise énergétique et de retrouver notre souveraineté énergétique. Le Mali disposera donc dans 1 année et 3 mois exactement d'une capacité de production d'énergie de 400 MW au total avec un système de stockage pour chaque zone. Le coût est estimé à plus de 200 milliards de francs CFA. La première centrale solaire installée à Sanankoroba est de 200 MW pour un financement de 120 milliards de francs CFA. Elle sera bâtie sur une superficie de 314 hectares. La deuxième, qui a ses quartiers à Safo, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, est de 100 MW étalée sur 228 hectares. Elle sera réalisée en 2 phases avec la bagatelle de 100 milliards de francs CFA sur financement du budget national à 50%. Tchakadougou-Dialakoro ferme la marche avec ses 100 MW et une première production de 50 MW, le tout sur 120 hectares. Dans sa politique de diversification de partenariat avec des résultats concrets, le Mali a donc conclu des contrats avec 3 partenaires pour la réalisation de ces centrales solaires, la Fédération de Russie, la Chine et les Émirats arabes unis. Pour ce projet, nous prévoyons d'utiliser les équipements russes. L'énergie solaire en Russie se développe activement et les équipements seront installés à la centrale solaire répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. Le projet est conçu pour une exploitation stable pendant 20 ans. Par ailleurs, dans 10 ans, le projet serait transmis sous le contrôle total du ministère de l'Énergie et de l'eau. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d'une technologie solaire avancée et d'une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les 2 parties dans le domaine de l'énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. Votre engagement envers les énergies renouvelables et du développement durable est une source d'inspiration pour nous tous. Nous saurons, Excellence, Monsieur le Président, mériter de votre confiance en honorant tous nos termes d'engagement que nous prenons à ce jour. Solution au déficit de production énergétique, la maîtrise de la technique et de la technologie et le développement des compétences locales. C'est un tout en un pour le Mali. L'espoir renaît donc avec ces centrales pour non seulement sortir de l'obscurité, mais aussi et surtout la création d'emplois pour les jeunes de ces localités. Les populations des localités concernées s'en réjouissent. L'espoir est donc permis car nous ne sommes plus loin du bout du tunnel. Pour le moment, notre pays n'a pas de débouché à la mer, mais nous avons un grand débouché au soleil. Les énergies renouvelables et ou énergies propres peuvent être un tremplin pour juguler la crise énergétique que nous traversons actuellement et diminuer ainsi la dépendance énergétique de notre pays au réseau extérieur. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer l'immense gratitude des 22 527 habitants de la commune rurale de Safo pour le choix de notre commune afin d'abriter la construction de cette gigantesque infrastructure. C'est le lieu de vous saluer pour votre détermination à relever le défi de la crise énergétique. Excellence, Monsieur le Président de la transition, chef de l'État, toute la commune de Tchakadougou-Dialakoro vous dit merci. Merci d'avoir vite compris qu'une économie qui importe de l'énergie est fragilisée parce qu'elle est dépendante de l'extérieur.
propos soutenus par une très grande mobilisation qui laisse voir l'engouement des Maliens pour ces projets de centrales solaires. Période cruciale, réponse du garant de l'État et du bien-être du peuple qui a tout enduré pour le Mali, la patrie étant au-dessus de tout. Et face à un peuple résilient, il faut être à hauteur de mission, une conviction du président de la transition. Tchagadougou marque la fin d'une première série de constructions de centrales solaires avec une puissance de 100 MW crête. La centrale de Tchagadougou va compléter celle de Safo et de Sanagoroba, soit au total 400 MW crête. Ces capacités de 400 MW crête vont nous permettre de sortir progressivement de cette crise énergétique que connaît notre pays, aussi d'amorcer notre transition énergétique vers les énergies renouvelables, aussi promouvoir le développement socio-économique de notre pays. En termes d'employabilité, ces 3 centrales vont permettre la création d'emplois directs et indirects qui vont impérativement impacter positivement la vie de nos concitoyens. Et je voudrais encore une fois de plus, et je ne cesserai de saluer le courage, surtout la détermination du peuple malien à accompagner cette transition. Et notre souci, c'est toujours d'améliorer le bien-être de nos populations. Augmentation donc de l'offre d'énergie pour le Mali. Les 3 sites ouvrent ainsi la voie à l'ère des énergies propres, contribuant à réduire la production du gaz à effet de serre. Acte 1 d'un vaste chantier pour fermer définitivement la porte de l'obscurité au Mali. Un reportage signé à Sira Batili. À la date d'hier, près de 400 forages ont été réalisés un peu partout à travers le pays par le chef de l'État. Une politique présidentielle qui vise à faciliter aux populations vulnérables l'accès à l'eau potable. Gros plan sur ces œuvres sociales du président de la transition, c'est avec Tamsir Diabaté. Plus de 400 forages réalisés et 376 ont été inaugurés à ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est ici, dans le cimetière de Sogonafim, que le premier forage a été inauguré en juillet 2021. C'était seulement 25 jours après l'annonce du chef de l'État de mettre les 2 tiers de ses fonds de souveraineté au service du développement social. Cela s'appelle de l'acte à la parole. Je n'attendais jamais à ça. Jamais au grand jamais. Donc nous ne pourrons pas le remercier. Je dis d'abord l'entourage du cimetière. Et ils auront de l'eau potable pour eux. Et nous, pour achever nos travaux du machin. Ça c'est fini ça. On n'a plus de crainte. On se considère maintenant comme au bord du fleuve Niger. Oui. Avec les œuvres sociales du président de la transition, que de sources d'eau souterraines propres et sûres, au grand bonheur des populations où qu'elles se trouvent. Fini pour nous les longues files d'attente à la recherche d'eau qui nous revenaient plus cher. Et c'est là, grâce à Assimi Goïta. Nous disons merci et que Dieu le bénisse. Quand on voit l'enthousiasme des populations, on sait que nous sommes venus à point nommé. Ils ont l'eau à point nommé parce que dans certains lieux où les villages se déplacent à cause de l'eau potable, quand ils ont l'eau, la satisfaction qu'ils ont, l'enthousiasme qu'ils ont, ça donne espoir. Du district de Bamako et environ, dans les régions comme dans les cercles, en passant par les arrondissements, les hameaux et jusque dans les zones de conflit, l'eau potable a coulé des forages. Œuvre sociale du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, à travers son patriotisme et son engagement envers le peuple malien en général et les plus démunis en particulier, fera tout son possible pour que tout le monde ait de l'eau potable. Dans la réalisation des forages, l'on constate de plus en plus que la priorité est donnée à l'éducation et à la santé, et toutes choses qui dénotent que l'eau
est et demeure la source de sécurité. Nous, élèves de Sébené-Koro, disons merci. Merci à son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son patriotisme. C'est bien fait, pour ne citer que cela. Dans les écoles, parce que selon la vision du président de la transition, le Mali d'Inkoura se prépare à l'école, le Mali d'Inkoura a son savoir à l'école. Et dans les centres de santé, pour lui, le premier médicament c'est l'eau. Le premier médicament c'est l'eau. La majorité de nos forages c'est dans les centres de santé et dans les écoles. Parce que nos enfants, nous avons remarqué que dans les écoles, on a besoin d'écoles sécurisées. La sécurité de l'école n'est pas que la clôture. La sécurité de l'école, c'est l'eau. Parce que nous savons si les enfants ont l'eau à l'école, durant les récréations, ils n'ont pas tendance à sortir chercher de l'eau dehors. Et puis les parents aussi à la maison sont plus tranquilles quand ils savent que leurs enfants sont à l'école et qu'ils sont dans les meilleures conditions. Les services de l'hydraulique, on travaille avec eux pour mieux sécuriser ces forages, pour mieux avoir une vue sur ces forages-là. Et l'un des défis à relever aujourd'hui est la satisfaction du maximum de personnes. C'est pourquoi l'équipe chargée de la réalisation des œuvres sociales du président de la transition est à pied d'œuvre pour satisfaire les demandes qui sont légion. Le défi, c'est de pouvoir satisfaire le maximum de ces demandes et que les Maliens puissent avoir de l'eau potable. Les demandes sont étudiées par nous, on propose au président de la transition, on travaille avec lui, on choisit les lieux et on agit. Le conseiller spécial chargé de la réalisation des œuvres sociales du chef de l'État rassure que toutes les dispositions sont prises pour satisfaire les besoins en matière d'accès à l'eau potable. Ces forages contribuent ainsi à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations, jouent ainsi un rôle crucial dans la réduction des maladies liées à la consommation d'eau contaminée. Voyons à présent quel regard et quelle appréciation les Maliens font-ils de l'action du chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir. À Bamako et à l'intérieur du pays, il s'exprime sur divers domaines. Réaction avec Bemba Sibi, avec la collaboration de nos stations régionales. 1095 jours à la tête de l'État, loin d'être un long fleuve tranquille. Que de défis relevés par la transition avec à sa tête le président Assimi Goïta. Ce fleuve, assez agité, a accosté sur des quais qui n'ont pas laissé indifférents les Maliens. Et la reconquête de l'ensemble du territoire, notamment Kidal, est une étape qui a marqué plus d'un. Ce que j'ai apprécié dans la gestion du gouvernement de la transition, c'est la reconquête de la ville de Kidal. Moi, je suis satisfait du nouveau visage donné à notre armée qui, d'une armée qui subissait les assauts ennemis, est devenue une armée de conquête. Aujourd'hui, à Tombouctou, tout est en ordre. Depuis la libération des Bers jusqu'à aujourd'hui, tout le monde va à leur occupation. On n'entend plus les enlèvements, les vols. Et nous savons que nous sommes venus de très loin. C'était vraiment un rêve pour nous, parce que pour nous, l'affaire Ber, c'était une affaire qu'on ne peut même pas toucher. La libération des Ber, c'était quand même une satisfaction totale. La reconquête rime avec la montée en puissance des Fama. Si on peut d'ailleurs parler de montée en puissance, tant les exploits des forces armées de sécurité ont survolé toutes les attentes. Des attentes comblées, ce n'est pas propre seulement à la défense et la sécurité. Plusieurs autres secteurs affichent un visage nouveau en 3 ans. Sur ces 3 ans, l'autorité de l'État commence à revenir. Et ensuite, les 3 ans, on a constaté que le Mali commence à s'affirmer sur la scène internationale. Nous constatons quand même des avancées pratiquement dans tous les domaines, surtout dans les domaines du développement. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, qui sont de nature à faire évoluer vraiment le pays. Nous avons constaté des améliorations, dans les secteurs de la santé. Maintenant, dans les secteurs de la santé, de l'éducation où moi je suis, il y a eu un état général sur ce secteur-là. Les textes promettent vraiment des améliorations considérables. Il a rénové certains trucs. Le stade Ablaye Macro est en train d'être achevé. C'est un joli joyau.
Et puis ensuite, les Caïsiens longtemps avaient demandé un centre de dialyse. Ça a été une réalité. Bon, et il y a aussi le lycée public, le deuxième lycée public de Caille à Kaindi. Il y avait une demande d'université dont le président a accordé et dont nous espérons que les travaux également vont très bientôt commencer, comme le lycée du Kouklo Konaré dont les travaux évoluent réellement. Il y avait eu également l'inauguration du scanner. L'inauguration du scanner, c'était vraiment capital. C'était une épine enlevée du pied des malades, du pied des familles et du pied des Caïsiens de façon générale. Effectivement, on a pensé qu'il y avait la relance des trains. Donc la population aujourd'hui, après le passage du président de la transition, est très heureuse. Mais il faut aussi reconnaître que ça reste, ils ont beaucoup fait. La transition a beaucoup fait, mais ça reste beaucoup. Comme l'argent est le nerf de la guerre, la Comatex, c'est le nerf de Ségou. Et la relance de cette usine a permis de réduire considérablement le chômage à Ségou et d'apporter un plus dans l'économie des gens de Ségou. Lors de la relance de la Comatex, c'est comme si vous avez créé une autre vie chez nous. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Si la transition a pu récupérer la Comatex, c'est vraiment salutaire pour la région de Ségou. C'est la plus grande unité industrielle de la région de Ségou. On ne doit pas perdre de vue cette situation-là. Le chantier du développement reste vaste, quoique les Maliens, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, inscrivent sur la liste des priorités pour les prochaines années les questions de l'énergie et de la sécurité alimentaire. Je pense que les efforts doivent être maintenant mis sur l'énergie et la sécurité alimentaire. On souhaiterait que on essaye de s'intéresser beaucoup plus au secteur social. Dans le domaine de l'électricité qui fait bruit partout aujourd'hui, on sent effectivement des efforts fournis à travers l'installation des panneaux solaires pour pouvoir améliorer les conditions des populations. Le chantier de la souveraineté énergétique est en cours avec ses travaux de centrales photovoltaïques, mais aussi l'acquisition et la donation de groupes électrogènes. La question de la sécurité alimentaire est au cœur de la stratégie agricole. Déjà, le commissariat à la sécurité alimentaire œuvre pour faciliter l'accès aux produits de première nécessité à moindre coût aux couches les plus vulnérables. Les perspectives restent bonnes pour l'émergence économique et sociale du Mali. En tout cas, c'est le projet du Mali Courant. Voilà, Nyanya Alou Traoré, c'est sur ces réactions que s'achève cette page spéciale consacrée à l'an 3 de l'investiture du président de la transition que nous vous présentions depuis le palais présidentiel ici à Koulouba. À vous l'antenne et très bonne suite d'édition. Merci beaucoup Ibrahima Traoré. Voilà ce qu'on a pu rassembler ce soir sur les acquis des autorités de la transition durant les 3 ans d'exercice du pouvoir par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Poursuivant avec notre vaillante armée, je vous amène au ministère de la Défense et des anciens combattants. Son locataire, le colonel Sadio Camara, a présidé la cérémonie solennelle de remise des attributs aux nouveaux promus au grade de général de brigade. Au total, ils sont 21, dont 2 personnels féminins. Je vous rappelle que cette promotion fait suite au décret présidentiel du 5 juin 2024. L'événement a été suivi par Abdoulaye Sako. Reportage. Un genou au sol, posture militaire et regard bien braqué sur leur objectif. C'est dans cette position que les nouveaux promis reçoivent leur attribut de général de brigade. Auréolés de leurs nouveaux galons et bérets sur la tête, ces nouveaux officiers généraux mesurent les responsabilités qui sont désormais les leurs. Et le grade, dit-on, est l'aptitude à exercer une fonction. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de vous adresser nos sincères remerciements et vous demander sobrement de transmettre au chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, chef suprême des armées, pour la confiance que vous nous avez placée. En nous conférant ce grade de général, monsieur le ministre, je pense que vous avez estimé que nous sommes en mesure, en tout cas, d'exercer des fonctions supérieures. Cette marque de confiance,
je parle au nom de mes autres camarades, nous allons tout mettre en œuvre pour ne pas la décevoir. La lutte contre le terrorisme passe non seulement par l'équipement de l'outil de défense, la construction d'infrastructures, mais aussi la formation des hommes. C'est là au sein d'une armée qui livre une bataille depuis plus d'une décennie contre le terrorisme. Depuis que nous sommes arrivés, le président a fait du personnel sa priorité. Donc aujourd'hui, c'est votre tour. Toutes les décisions que vous allez prendre, que ces décisions puissent être des décisions qui puissent aider d'abord vos subordonnés, qui puissent encore aider le Mali. Et n'oubliez pas, nous sommes là, c'est pour la population. Tout ce que nous faisons, c'est la population qui est le centre de gravité. Ça, c'est le terme utilisé par le président lui-même. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Si vous voyez qu'on parle de l'armée malienne, c'est parce que la population malienne a accepté, le peuple malien a accepté de donner la priorité à l'armée. C'est ce qui explique un peu la montée en puissance de notre outil de défense. Avant de se retirer, le patron de la défense a pris le soin de féliciter individuellement les tout nouveaux généraux de brigade. À présent, cette question, qu'est-ce qu'il y avait au menu de la journée de ce vendredi à l'école de la citoyenneté? Aridjou Matina nous dit qu'il y avait des panels animés par plusieurs membres du gouvernement. Objectif, former des jeunes pour un changement d'approche au profit du Malikoura. Et la première cohorte de ce programme mise en œuvre par le département de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, est sur le point de finir son programme de formation. Ils sont 5 membres du gouvernement à apporter leur contribution à la mise en œuvre de l'initiative du ministère en charge de la jeunesse à travers le concept à l'école de la citoyenneté. La première cohorte de ce programme de formation citoyenne, réunie depuis le 25 mai dernier, a eu droit à des panels animés par le ministre de l'économie et des finances et celui de l'industrie et du commerce. Nous avons abordé des questions essentielles, et notamment la citoyenneté, les valeurs qui caractérisent la citoyenneté. Autrement dit, les valeurs d'éthique, de déontologie, de morale. Le ministre de l'économie et des finances a mis énormément l'accent sur les projets structurants qui vont être de nature à permettre d'accroître la contribution du budget dans le financement des projets. Le pays est engagé dans un processus de refondation et les questions politiques et institutionnelles méritent d'être expliquées lors de ce genre de cadres d'échange, tout comme la culture qui fait appel à nos valeurs, origines et identités. Moi, mon panel portait sur la citoyenneté au regard de la Constitution de la 4e République. Il fallait voir qu'est-ce que ça a comme impact sur la citoyenneté, sur l'exercice des droits sociaux, politiques, des droits civils. Et donc, je les ai entretenus à peu près des innovations que contient cette constitution, mais aussi de voir qu'est-ce qu'on attend d'eux individuellement dans le cadre de l'exercice de cette citoyenneté. Nous sommes venus parler aux jeunes du riche patrimoine culturel malien, lequel patrimoine constitue notre plus grande richesse, une richesse intarissable sur laquelle justement nous pouvons axer tous nos efforts de développement. Et comme on a l'habitude de le dire, aucune société ne peut se construire ni se développer sans sa culture. La question a trait au géopolitique et environnement international était également au centre des échanges à l'école de la citoyenneté avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre Diop a ainsi attiré l'attention des apprenants sur les enjeux d'appropriation de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, la nouvelle dynamique géopolitique qui est créée à travers l'Alliance des États du Sahel, qui veut réaliser une intégration des peuples, aucun de ces objectifs n'est possible aujourd'hui si nous ne sommes pas avec les jeunes comme acteurs pour pouvoir vraiment cheminer ensemble pour qu'eux-mêmes ils puissent comprendre, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas une jeunesse qui va suivre, mais c'est une jeunesse qui est critique, une jeunesse qui comprend, une jeunesse qui est préparée, une jeunesse qui anticipe. Les exposés étaient vraiment à la hauteur. On a eu des questions intéressantes sur l'actualité, des questions qui ont éveillé en nous le sens du civisme. On sera des bons citoyens, des Malidiens Koura qui vont bâtir ce pays-là, Inch'Allah.
Venue un peu partout à travers le pays, cette première cohorte, durant quelques jours, a pu s'imprégner du fonctionnement et les missions d'un certain nombre de départements ministériels. En initiant ce concept à l'école de la citoyenneté, il s'agit de former une masse critique de jeunes susceptibles de pouvoir contribuer efficacement à la refondation. Et cet atelier national de validation de l'avant-projet de la politique nationale pénitentiaire et de l'éducation surveillée. On en sait plus avec Mariam Kouni. L'administration pénitentiaire fait face à plusieurs défis, notamment la gestion des ressources humaines, l'engorgement de certains centres de détention, la réinsertion des détenus, le respect de leurs droits. C'est pour relever ces défis que la politique nationale pénitentiaire et de l'éducation surveillée a été élaborée. Il s'agit aujourd'hui de la validation de ce document stratégique. Face aux nouveaux défis sécuritaires caractérisés par le terrorisme, la radicalisation et l'extrémisme violent, ainsi que la criminalité transnationale organisée, il y a une impérieuse nécessité de disposer d'un tel outil prenant en compte l'ensemble des segments de la gestion du milieu carcéral. Cet instrument essentiel est de nature à permettre une meilleure prise en compte de la sécurité et de la sûreté des établissements pénitentiaires, des conditions de détention, de la réinsertion des personnes détenues, des ressources humaines, de la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, de la déradicalisation, des infrastructures, des équipements, ainsi que l'amélioration qualitative des conditions de vie et d'existence. Le document dont il est question a été validé en 2018. 6 ans après, il s'avère nécessaire de le réviser et de l'adapter aux réalités du moment. Nous espérons que le document de politique pénitentiaire qui sera validé durant les 2 jours de conclave que vous aurez ici permettra considérablement à la modernisation de l'administration pénitentiaire et à l'alignement de ses pratiques aux standards internationaux. Nous sommes convaincus que l'élimination de l'impunité par la mise en place d'un secteur judiciaire efficace et fiable est également un élément essentiel pour parvenir à la sécurité et à la stabilité. Et nous sommes fiers que nous pouvons être un partenaire du Mali dans ce processus. Le présent atelier devrait permettre d'améliorer la qualité de l'avant-projet de la politique pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Fin donc de cette édition. Merci à toute la rédaction et à la réalisation. Demain, samedi, 20h, je serai là, même heure, même plateau. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable week-end en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Un grand merci à nos téléspectateurs de Yorosso et de Kian. Bonsoir à tous.